Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Aujourd'hui, Leader en transition se plonge dans les défis de durabilité de la transformation des légumes. Au cœur de Nyon, Juan Montoya, fondateur de Nature Impulse, concocte des recettes des crackers Craco à base de légumes bio et locaux, séchés et sans allergènes, qui sont distribués dans des épiceries de la région. Épaulé par sa fille Alma, le projet de Juan a déjà séduit les jurys du programme Starter et du prix de la transition de la Société électrique des forces de l'Aubonne, la CEFA. En route pour Muriste dans la Broye fribourgeoise pour rencontrer Loïc Lucie, co-directeur de Lucule. Cette entreprise, bientôt centenaire, est dirigée par la famille Lucie depuis de nombreuses années. Loïc et son frère Lucas viennent de reprendre la direction de la PME d'une dizaine d'employés à la suite de leur papa. Il s'agit là aussi d'élaborer des recettes avec des ingrédients 100% naturels. Bouillon, soupe, condiments, fond de sauce et mélange à fondue chinoise qui sont disponibles dans la grande distribution, dans des petits commerces et en ligne. Loïc crée par ailleurs des produits à façon pour la restauration. Également lauréat de Starter, Lucule accueille Nature Impulse pour un échange suivi d'une dégustation. Bonjour Juan, bienvenue chez Lucule. Salut Loïc, merci de m'accueillir chez vous, chez Lucule, dans ce magnifique bâtiment. Merci à toi de cette venue aussi, de découvrir notre monde. Et c'est vrai que j'apprécie aussi beaucoup tes produits et ça me fait plaisir de pouvoir échanger en personne. Et puis dans ton activité de production de produits alimentaires, quels sont les défis que tu relèves en ce moment concernant les différents aspects du développement durable? On a commencé par, tout d'abord par quantifier les matières premières que l'on reçoit. Donc chaque matière première sont issues de fournisseurs suisses. C'est pour ça qu'on a pu aussi apposer le label de production suisse. On sélectionne à chaque fois ces matières suivant leur aspect qualitatif et gustatif. Tu as un cahier des charges bien précis. Exactement, j'ai vraiment un cahier des charges bien précis, ce qui nécessite plusieurs lots que je vais recevoir, sélectionner, et ensuite je vais m'engager contractuellement à l'achat d'un de ces lots. Ouais, donc très ça, exigeant. C'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment l'aspect approvisionnement. Après, le deuxième aspect, c'est que toute l'énergie de transformation des aliments, donc on a eu la chance de pouvoir emménager dans ces locaux en 2020 qui ont été construits pour nous. L'énergie électrique est produite à environ 70% issue des panneaux solaires sur le toit. On a de plus fait un contrat avec notre groupe électrique, notre fournisseur d'électricité pour avoir une certification des énergies propres. Pour nos énergies de chauffe, on a une centrale qui est centrale à Pellet qui nous fournit nos énergies de chauffe, mais aussi l'énergie de chauffe pour les bâtiments aux environs de l'entreprise. D'accord, c'est à la fois pour chauffer les locaux, mais aussi pour l'énergie de chaleur nécessaire pour tes machines. Exactement, c'est exactement ça. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est l'énergie de production. On a vraiment aussi optimisé la production afin d'intégrer vraiment la durabilité, de toujours démarrer nos outils de production, si possible, aussi dans les heures où il y a moins de nécessité électrique. D'optimiser la date, les quantités de production pour que toutes ces énergies soient utilisées à leur maximum. On a aussi un recyclage de toutes ces énergies par une circulation interne pour vraiment que l'énergie qu'on rejette n'ait plus beaucoup de pouvoir. Oui, tu as de la chance de bénéficier de ces bâtiments modernes avec toutes ces installations de dernière technologie. Oui, alors on reconnaît que c'est une immense chance qu'on a eue. C'est une personne qui nous a construit, investi, qui croit en nous, dans notre projet, dans notre entreprise qui a plus de 90 ans.
qui nous a créé, mis à disposition ces infrastructures pour nos besoins. Donc ça, c'est une chance inouïe. Ouais, vous êtes vraiment à jour, même au-delà, un pas en avant par rapport aux défis du développement durable. Vous me semblez être vraiment au top. Bah, merci beaucoup. Après, il est vrai qu'on a un approvisionnement le plus possible en circuit court de fournisseurs suisses. On a une énergie de transformation la plus verte possible. On met toujours aussi nos employés au cœur de la production alimentaire. On a un aspect social qui est non négligeable. Nos employés, pour nous, c'est très important qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent vraiment dans une ambiance de familiale. C'est ce qu'on veut aussi faire ressentir aussi à nos consommateurs en dégustant nos produits. Une fondue chinoise, ça doit être fait en toute convivialité, sa production aussi. Et pour ça, c'est vrai que nos collaborateurs, on va toujours les impliquer dans les décisions de l'entreprise, la stratégie, la vision à moyen, à long terme. On va leur demander si leur poste de travail leur convient, l'ergonomie du poste, qu'est-ce qu'on peut améliorer. De plus, on a proposé un horaire annuel qui est un petit peu particulier. C'est que nous, au lieu de faire un horaire par mois, on a fait un horaire annuel qui correspond à 38h30 par semaine. Et ils peuvent bénéficier de cette flexibilité. On a des périodes de production qui sont supérieures en hiver, dû à la typologie de nos produits, qui sont plus des produits hivernaux. Donc il est vrai que souvent en été, ils ont la chance ou la possibilité de pouvoir faire des semaines plus courtes, qui vont récupérer un petit peu en hiver, dans des pics de production. On fait aussi toujours des team building, des sorties d'entreprise. Voilà, le but, c'est que nos employés aussi se sentent dans l'esprit familial de Lucule, et pour nous, c'est très important, ce côté social. C'est vrai, parce que Lucule est une entreprise familiale de longue date, et puis la famille s'agrandit avec les employés, d'une certaine manière. Exactement ça. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est nos valeurs, en fait, c'est ce qu'on défend. Et pour revenir aussi à la durabilité, qui soit le côté écologique, donc à la fin de la chaîne de production, on a aussi fait analyser tous nos produits par la société Bilong afin d'obtenir un éco-score par une entreprise neutre aussi, dans le but qu'il n'y ait pas de parti pris, que le résultat soit réaliste, qu'il soit correct. Et le résultat vous a surpris? Alors le résultat nous a surpris, non, parce qu'on a toujours, c'est dans nos valeurs de travailler sur des circuits courts, donc on a plutôt un bon résultat. Mais après, c'est vrai qu'en mettant à analyser nos produits et en mettant la transparence sur nos processus, c'est certaines prises de risques où le résultat aurait pu être, n'aurait pu être pas conforme à nos attentes, en fait. Et ça aurait été plutôt... c'était des points améliorés. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc on a cette transparence, notre façon de voir est correcte à payer par rapport à... De ce point de vue-là, de cette formalisation par ces éco-scores. Et on a aussi travaillé sur les emballages. Ah oui. Donc, c'est un point clé, un point délicat. Un point extrêmement délicat, je pense que tu es directement aussi concerné. Alors notre démarche pour le packaging a été justement de trouver des matériaux qui permettaient de préserver le côté craquant et sec de nos crackers, et puis d'anticiper sur la possibilité de recycler ces matières. Alors on a opté pour des emballages de type plastique monomatériaux. Malheureusement, bien que ça se recycle en Europe, ce n'est pas encore le cas en Suisse. Mais voilà, on a anticipé concernant cette possibilité-là. Et puis, on a aussi parfois ce double packaging. On a une jolie petite boîte en carton qui décrit bien le produit, qui met le produit en valeur, qui est assez élégante. Mais quelle a été votre démarche concernant la méthode et les matériaux pour vos emballages ? Alors nous, en fait, les emballages, tout à la base de Lucule, ils étaient en plastique. Le plastique qui dit beaucoup de déchets non recyclables. Donc on est parti sur l'inverse, c'est qu'on s'est dit
quelle est la filière de recyclage en Suisse. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Donc on a le PET, on a le carton et on a aussi alu et fer blanc. Le PET, le verre et le carton ne fonctionnent pas par rapport à notre typologie produit, donc on a retenu l'alu ou le fer blanc. Donc on a recherché des partenaires avec qui pourraient nous fabriquer des boîtes alimentaires au même principe que des boîtes de conserve. Donc on a pu trouver heureusement un partenaire qui nous a fabriqué ces boîtes de conserve, si je puis dire, donc nos emballages en fer blanc qui est recyclable. Et on a pris la décision d'utiliser uniquement pour tout ce qui est bouillon, consommé, fond, ces emballages qui sont des boîtes en fer blanc entièrement recyclables. Excellent, ça c'est une belle démarche et un résultat final intéressant. La question que je me pose bien sûr aussi, c'est en amont, quelle est la quantité de matière, d'énergie qu'il faut pour extraire ces matériaux? C'est des balances qui sont des fois un peu délicates, mais déjà, si la population recycle, c'est un atout fantastique. Merci beaucoup. Alors après, on dit aussi à nos clients, donc une fois qu'ils ont acheté ces boîtes en fer blanc, on a aussi mis un concept avec des différents partenaires de livraison dans des marchés vrac. Ah ouais. Donc on encourage vraiment nos différents clients qui achètent nos boîtes à venir les recharger dans ces partenaires en marché vrac pour vraiment diminuer cet impact carbone et l'utilisation de ces boîtes. C'est très intéressant parce que ça leur fait un emballage léger, prêt au réemploi direct. C'est vrai que nous, nos crackers, c'était une question qu'on s'est posée et on a la chance, sans l'avoir forcément cherché tout de suite, qu'ils résistent très bien à la prise d'humidité dans des conditions avec une boîte relativement hermétique. Et on a déjà quelques revendeurs qui le revendent en vrac, et ce qui est peut-être la meilleure manière en fait, de vendre, y compris nos produits qui doivent rester secs, mais qui peuvent le rester avec des emballages qu'on réutilise directement en les remplissant chez l'épicier ou c'est ça. C'est ça, c'est le réemploi. Exactement, le réemploi de tes emballages, de pouvoir, comme tu l'as dit justement, utiliser à juste valeur toute l'énergie qu'il a fallu pour le créer, cet emballage. Par rapport à ton entreprise, qui est déjà une belle grande entreprise bien établie, nous on soulève aussi d'autres défis. Nous on est né il y a peut-être 2 ans et quelques mois, on produit depuis début de cette année. Et on découvre un certain nombre d'éléments. Nous, une grande partie de notre production se fait avec des ingrédients frais, des légumes frais. Et du coup, on doit maintenant, on commence à comprendre l'approvisionnement dans l'année de légumes frais de qualité, parce qu'on avait aussi cette idée de faire, de récupérer ou valoriser des ingrédients de seconde catégorie ou non standards. Et là, on a appris qu'on doit être très, très pointu sur la qualité des produits. Ce n'est pas parce qu'ils sont tordus qu'ils sont forcément aussi bons. Parfois, on a eu des surprises. Mais on s'applique à le faire et on le fait. Hein. On a vraiment une partie de nos ingrédients qui sont ces ingrédients un peu hors gabarit, non standards. On a également actuellement des programmes où on fait de la recherche et développement pour valoriser, tenter d'intégrer dans nos recettes des sous-produits de la transformation alimentaire. Il y a à peu près 270 000 tonnes de ces sous-produits qui sont produits chaque année en Suisse. Et puis une fraction de ces sous-produits pourrait être valorisée en alimentation humaine. On a actuellement déjà une nouvelle recette, on utilise du marc de pomme qui normalement est composté ou qui peut être utilisé pour du biogaz. Plus souvent, c'est quand même composté, mais là, on arrive à, après avoir identifié les moyens de retirer les pépins, retirer les choses qui peuvent être néfastes même pour la santé humaine, eh bien de l'intégrer dans une de nos recettes et vous aurez l'occasion de goûter. Ah bah, je m'en réjouis déjà. Alors, premièrement, déjà, je vous félicite beaucoup pour toute cette démarche. Nous-mêmes, il est vrai aussi qu'on avait fait un projet de revalorisation de coproduits agricoles.
On a eu au fur et à mesure de ce projet quelques facteurs qui étaient compliqués à gérer. Un des premiers facteurs était l'approvisionnement de ces légumes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est problématique pour toi, mais... Comme on se fournit assez régulièrement, on regarde un petit peu ce qu'il y a sur le moment à travers le réseau qu'on a de producteurs. Mais c'est délicat, hein. On n'est jamais sûr de savoir ce qu'on aura. Et du coup, on a heureusement un certain nombre de recettes et du coup, on va vers telle ou telle autre recette. Souvent, c'est des recettes aussi saisonnières, donc en fonction des saisons, on peut obtenir nos ingrédients de qualité. Mais pour vous, c'est un petit peu différent, je crois que... Alors nous, ce qui était compliqué avec l'approvisionnement des légumes, c'est que bien sûr, nos maraîchers ils ne souhaitent pas faire des coproduits, hein. Leur but étant de faire au maximum des produits qui soient au top, comme nous, bien sûr. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des périodes où il y avait beaucoup trop de produits qui n'auraient pas pu être traités à temps par rapport à l'épluchage, la découpe et le séchage. Et il y a des moments où il n'y aurait pas suffisamment de produits. Donc ça, c'est un des premiers défis qu'on a eu, c'est vraiment cet approvisionnement en légumes vraiment hors calibre, qui sont non utilisés dans la consommation actuelle. Le deuxième défi était l'opération de triage. Donc, en réceptionnant ces légumes, plusieurs légumes sont trop vieux, tapés, qui sont devenus non consommables. Et ça nécessite une grosse opération de triage où malheureusement nous ne sommes pas équipés en interne. Je ne sais pas comment toi tu arrives à gérer cette opération. On est moins automatisé que vous et puis du coup on fait beaucoup de travail manuel. Alors, pour ce type de production, j'engage des gens ponctuellement pour faire toute cette partie du traitement. Et c'est vrai qu'il faut être attentif, retirer les parties mauvaises, faire le tri. Comme on est dans des productions de quantité, disons, de début hein, de notre entreprise, ce n'est pas des grandes quantités, donc on peut se le permettre, mais c'est un défi qu'on va devoir soulever, c'est changer d'échelle. Si tout va bien et nos projections se réalisent, on va devoir prochainement changer d'échelle avec justement l'utilisation de choses beaucoup plus mécaniques et sans doute qu'on va faire face à ces soucis-là que vous avez connus. Et la troisième opération qui nous a posé problème, c'est le lavage et l'épluchage des coupes de légumes. On s'est aperçu qu'en fait, dans les chaînes actuelles de lavage des coupes et épluchage, toute la chaîne est conçue pour ces légumes justement calibrés, droits. Et le fait de réutiliser des légumes qui sont trop petits, tordus ou trop grands, ça ne passerait plus dans ces chaînes actuelles, ce qui nécessiterait une conception et une mise en production d'une nouvelle chaîne de conditionnement, ce qui est un onéreux, non négligeable. Et puis on se pose la question, faire la balance entre est-ce que ça vaut quand même la peine d'utiliser ces produits qui sont peu prévisibles, on ne peut pas trop prévoir les quantités, ni vraiment leur forme, par définition, et du coup, mettre en place toute une chaîne de traitement de ces ingrédients-là, c'est délicat. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment ces problématiques qui ont été relevées, ce qui nous rendait avec un produit final prêt à l'utilisation qui était quelque peu trop onéreux par rapport au marché. Après, c'est vrai que cette démarche, on l'a fait en interne. Peut-être qu'en trouvant une mutualisation des coûts avec des producteurs de légumes, avec d'autres transformateurs, avec peut-être des institutions qui pourraient mettre aussi de la main-d'œuvre, comme des ateliers protégés, ou des personnes qui croient en ces projets, probablement que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être viable par la suite. Ouais. Un projet partagé pour valoriser ces produits, mais que les coûts puissent être après partagés, mutualisés entre différents partenaires. Sinon, tout seul, c'est compliqué. C'est exactement ça. Nous, on relève actuellement aussi au niveau des produits de défis qui sont associés au fait que nos crackers ne sont pas cuits. Ils sont séchés à basse température. Du coup, tous leurs ingrédients doivent être consommables crus.
Donc ça nous trie un petit peu déjà les ingrédients qu'on peut utiliser. Et on n'utilise pas de céréales pour des raisons aussi de gluten et d'autres allergènes, mais parce qu'on n'arrive pas à consommer convenablement du blé et de la farine de blé crue. Ça doit classiquement être cuit. Mais actuellement, on valorise aussi d'autres pseudo-céréales qu'on fait germer. Et une fois qu'elles sont germées, on peut ensuite les consommer crues parce que également, on leur retire les antinutriments que possèdent certains graines surtout, qui, pour les empêcher de germer dans la nature dans des conditions non favorables, contrôlent un peu ce processus de germination et, chez nous, lorsqu'on les digère, fonctionnent comme des antinutriments parce qu'ils nous empêchent d'absorber des vitamines, des sels minéraux, etc. Donc on doit aussi gérer ce côté-là de nos ingrédients par la propriété qu'on a des produits non cuits. Et l'idée, c'est justement qu'on ait des produits sains qui gardent une grande partie de leurs vitamines, de leurs sels minéraux, des antioxydants, etc. Ah, ça, c'est une très belle démarche. Bravo. Mais c'est compliqué, c'est beaucoup de développement, de recherche aussi de comment mécaniser tout ça, comment augmenter l'efficacité du traitement de ces matières. Et donc c'est un grand défi pour nous, mais on veut le relever. C'est comme notre certification bio. Des fois, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça ne veut pas, mais ça fait partie vraiment de notre ADN. C'est le travail pour la préservation de notre biodiversité et puis de notre climat, avec aussi des questions énergétiques. Notre local est situé dans une PPE qui vient d'installer des panneaux solaires sur tout le plafond. Et j'ai reçu, pas plus tard qu'il y a avant-hier, une lettre qui me dit qu'on bénéficie de cette électricité directement produite par les panneaux solaires. D'autre part, chez nous, comme on a ces petits sécheurs qui fonctionnent à 40-44 degrés, on n'a jamais besoin de mettre le chauffage. Parce que l'excédent de chaleur résiduelle, bien qu'on la recycle beaucoup, il y a toujours un petit peu de chaleur résiduelle qui nous chauffe suffisamment les locaux. Donc on est aussi de manière indirecte, comme ça, très autonome au niveau des énergies, ce qui est vraiment essentiel aussi comme critère de développement durable. Une chose au niveau des critères de développement durable qui nous réunit, c'est l'utilisation de végétaux, de légumes. Sais-tu que dans le rapport intermédiaire de la Confédération d'il y a un an et demi, sur les différents projets de développement durable, il y a 2 points en tout cas qui sont en baisse en Suisse, alors que la plupart de ces thèmes s'améliorent. Il y en a un qui est la consommation de fruits et légumes en Suisse baisse assez de manière bien marquée. Et l'autre, c'est des questions aussi de biodiversité dans certains environnements. Et puis voilà, dans vos ingrédients, vous avez comme élément, je pense, principal aussi des légumes. Et puis nous, c'est essentiellement ça que l'on a dans nos crackers. Quelle est la part, en fait, des légumes dans vos produits, selon vos critères ? Alors, tout dépend de la typologie du produit. C'est sûr que si on part sur un fond de légumes, on a plus de 60% de légumes du fait que c'est la typologie du produit. Après, si on part par exemple dans un fond brun de bœuf, il est sûr que là, on aura beaucoup moins de légumes car on est plutôt sur quelque chose de type animalier. Donc là, nous vraiment, la proportion de légumes est en rapport vraiment avec l'utilisation et la typologie du produit. Et on aura aussi, par exemple, des soupes aux légumes, où là, la proportion de légumes est conséquente. Donc nous, c'est comme ça qu'on définit la proportion de légumes. Mais par contre, toutes les recettes, vraiment, on les crée pour faire en sorte que nous n'avons pas trop de sel, on va ne jamais mettre de glutamate, on ne va pas travailler avec de la graisse de palme, on va rester sur vraiment des ingrédients le plus sains possible. Les plus locaux. Les plus locaux possibles, effectivement, ça c'est vraiment dans nos valeurs. Et on fait aussi pas mal de recettes à façon. On travaille notamment avec différentes cuisines collectives où ils nous soumettent un cahier des charges et puis par la suite on peut créer une recette à façon avec nos ingrédients toujours naturels. Des 300 kilos, donc c'est aussi des
des quantités qui sont souvent raisonnables. Ça doit être un côté qui doit te plaire, ce côté recherche, développement, et qui est un peu non-stop, parce que vous avez, je pense, régulièrement des demandes à façon. Oui, alors c'est sûr que c'est ce qui me fait lever tous les matins. Moi, passionné de cuisine, c'est sûr que j'adore avoir des challenges avec créer une recette, réfléchir à avoir des ingrédients qui soient sains, qui aient des belles propriétés pour la santé, qui soient durables. Donc un petit peu aussi les mêmes valeurs qu'on partage, que tu l'as dit justement avant, que je trouve magnifiques. Et après, à la suite du développement, test vieillissement, de savoir que ce produit va être dégusté par nos consommateurs et d'avoir ces retours de consommation pour pouvoir toujours améliorer, aussi pour avoir les sourires des gens. Et ça c'est mon bonheur de se lever le matin pour pouvoir favoriser ça. Excellent. C'est vrai que c'est aussi le côté que moi j'apprécie personnellement, c'est cette recherche avec des objectifs variés. Toi, tu as une recette à reproduire, mais selon vos procédés. Et moi, c'est plutôt des défis que je relève et qui sont mes propres questionnements. Quels sont, par exemple, les sous-produits de la production alimentaire qui peuvent être valorisés? Et puis comment? Et puis là, il y a pas mal de recherches à faire, un peu d'intelligence artificielle pour essayer de trouver rapidement des combinaisons nouvelles, mais il faut aussi simplement une intelligence pratique, non artificielle, pour justement arriver à regrouper les saveurs et puis après trouver, si possible, des moyens technologiques pour pouvoir manipuler ces matières et puis rendre tout cela quelque part rentable, parce que c'est aussi le propos de nos entreprises, c'est d'essayer de les faire tourner et puis de prospérer, de sorte aussi à pouvoir poursuivre nos activités également dans des développements actuels et futurs concernant ces défis du développement durable, environnement et climat en particulier. Tu parlais de rester compétitif sur le marché. Donc nous, on a fait une analyse interne de notre entreprise et on s'est en fait aperçu que notre vraie valeur ajoutée, nous, c'est l'artisanat à la production. C'est cette maîtrise de notre processus artisanal de production qui permet vraiment de fixer nos goûts, nos saveurs, qui ne pourraient pas être recréés de manière automatique. Donc vraiment, on a besoin de ce savoir-faire, de ce contrôle de la matière, de la texture, des temps de production, de séchage, etc. Enfin, vraiment de tout ce savoir-faire que l'on a. Mais on s'est aperçu qu'une fois le produit qui était élaboré, qui était prêt pour être mis sur le marché, on s'est aperçu en fait que là, à ce moment-là, on a un conditionnement. Nous, par exemple, si je prends l'exemple du sachet de chinoise, donc le sachet contient 47 grammes de légumes, d'épices et de bouillon, et on fabrique un batch de production est de 300 kg. Donc le temps de conditionnement, il est bien supérieur à la production. Et on s'est aperçu que notre savoir-faire, il n'était pas au niveau du conditionnement. Donc on a eu l'idée pour gagner en flexibilité et en rentabilité, d'automatiser cette partie de la production. Ce qui nous a vraiment permis de pouvoir rester compétitif, flexible et pouvoir desservir nos clients. Et c'est tout à fait rentable au niveau à la fois du travail humain et puis économique. C'est un bon investissement. Oui, tout à fait. Alors ça nous a permis déjà d'augmenter la productivité. Ça nous a aussi permis de mieux certifier aussi l'aspect contrôle qualité. On a une peseuse de sortie automatique où dès qu'il y a une variation de poids, il y a une éjection automatique, donc on peut garantir qu'on n'a pas d'écart de poids ou qu'il y aurait de pièces aussi de métal ou de corps étrangers qui se situeraient dans nos produits. Donc la sécurité alimentaire, c'est une partie très importante de notre entreprise. Hein. Et ça nous... Voilà, c'est ce qui permet de rester, de pouvoir produire
de manière efficace le besoin de nos clients. Et maintenant, dans un esprit de convivialité, c'est des valeurs qu'on partage. Je te propose de faire la dégustation de 4 de nos produits avec 2 de tes produits. Là, on peut retrouver, on a la sauce Adips qu'on prénomme Calypso. Donc, c'est une sauce Adips tomate légèrement relevée. Il y a une petite poudre qui va avec, et comment c'est? Exactement, donc ça c'est notre produit de base qu'on a juste mélangé avec de la mayonnaise et du blanc battu afin de rester quand même dans un équilibre diététique et dont les saveurs que tu pourras découvrir tout de suite, qui sont intéressantes. Et là on a aussi dans la même idée, donc c'est une poudre qu'on appelle Ayad. Donc là on est vraiment sur une typologie ail, ciboulette, persil. On a la sauce qu'on appelle indienne curry. On a mélangé vraiment, non justement, c'est pas trop piquante. On a travaillé sur un curry doux qu'on fait élaborer vraiment selon nos recettes et un curry plutôt de Madras pour trouver un bel équilibre avec une saveur plutôt notée fruitée sur le curry. Excellent. Et la dernière, c'est une particularité, c'est que c'est une sauce à l'oignon. Donc on a fait confire nos oignons, que l'on a ensuite utilisé pour avoir ce goût d'oignon confit plutôt que d'oignon acide, comme on peut le déguster. On le voit, on le devine un peu à la couleur de la poudre. Oui, c'est ça. Et toutes ces poudres, voilà, tout simplement, c'est là en l'occurrence, on a un dosage de 12 grammes de poudre pour 125 grammes de mayonnaise ou de blanc battu mayonnaise, comme là en l'occurrence. Excellent, je me réjouis c'est très très attirant. Voilà, moi je te propose 2 de nos 5 saveurs actuelles. Alors la plus colorée, c'est celle-ci qu'on nomme betterave piment. Et il n'y a pas que de la betterave et du piment, il y a par exemple du chou, il y a de la colrave, et il y a même des teneurs en protéines intéressantes, il y a des graines de lin, de tournesol. Et puis, on a dû historiquement réduire un peu la quantité de piment dans notre recette, parce qu'au début, c'était vraiment un peu fort. Maintenant, c'est plutôt un piment très doux. Tous les ingrédients sont vaudois, et même les piments sont produits dans notre canton. Et la deuxième saveur, on l'appelle carotte patate douce. Elle est relativement douce, bien que, comme ce n'est pas cuit, eh bien, les carottes ne dégagent pas tout leur niveau de sucre, ainsi que la patate douce. C'est vraiment comme la douceur d'une carotte crue. Et de nouveau, c'est les saveurs dominantes, mais derrière, il y a aussi d'autres légumes et des graines et un peu d'huile de colza. Alors on peut commencer peut-être par carotte patate douce, la saveur plus douce. Après, on aura la saveur un peu plus épicée. Alors, je t'en prie. J'ai goûté ça avec... allez, je vais essayer avec de l'ail. Je pense que c'est un accord qui peut très bien fonctionner. Je trouve génial l'équilibre. Donc on a le côté un petit peu ail qui éclate en bouche et après toute la douceur de la patate douce. Moi j'aime bien goûter un peu le crackers avant puis après parce que j'ai l'impression que ça sublime les deux. Parce qu'une bonne manière de manger nos crackers, c'est de l'accompagner avec quelque chose. Ils peuvent se manger tout seuls, ils sont très savoureux, mais ça se sublime mutuellement quand on l'accompagne avec des sauces ou d'autres choses qu'on aime bien. Je te propose de continuer parce que Mais oui. c'est tellement bon. Alors moi je vais tester le piment tout seul. C'est tellement bon que... Ça c'est le madras. Je vais peut-être finir par ça. C'est le plus épicé ou tu as dit madras doux Alors on est plutôt sur un curry doux, plutôt les notes du curry mais fruité. Je vais peut-être finir avec celui-là. Bravo pour l'intégration réussie du piment qui est plutôt équilibré dans la saveur. C'est vraiment bon. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.